Bonjour et bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. À mes côtés, comme chaque semaine, Laurent Dubois. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour, Patrick. Alors, le mouvement semble s'être calmé, mais la colère couve toujours côté surveillant. Prisons les raisons de la colère, c'est la question que nous posons cette semaine. Tiens, un chiffre pour commencer. Maison d'arrêt de Seyss, 655 places, 1107 détenus. Alors comment lutter contre cette surpopulation carcérale et le manque de moyens dénoncés par les personnels? Faut-il agir sur les peines ou les adapter? Avec nous pour en débattre, trois invités. Laurent Maffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes surveillant pénitentiaire et le délégué régional du syndicat majoritaire UFAP. UNSA, syndicat qui a signé l'accord de fin de conflit avec le gouvernement. Face à vous, justement, un député La République En Marche, le Tarnais Jean Terlier. Bonjour à vous. Bonjour messieurs. Avocat de formation, vous êtes le secrétaire de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Enfin, un autre avocat avec nous, Pascal Nakache, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme. Alors avant de vous entendre, messieurs, on va écouter les citoyens, comme la tradition le veut ici, chaque semaine, des citoyens que vous êtes allés interroger dans les rues de Toulouse, Laurent, sur des images signées Vincent Albinet. Quelle image vous avez des prisons françaises ? Pas une très bonne image parce qu'elles sont mal entretenues. Il faudrait sûrement beaucoup plus de moyens pour entretenir les prisons et surtout mettre de l'argent pour réinsérer les prisonniers. Les prisons surpeuplées, et ça fait longtemps qu'on en parle et j'ai l'impression qu'à part en parler, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Le point majeur, à mon avis, à mon sens, c'est la construction des nouvelles prisons qui sont totalement impersonnelles, c'est-à-dire où les détenus ne rencontrent pas les agents, ne se disent pas bonjour, il n'y a aucune relation. Donc c'est très difficile parce qu'outre l'enfermement, il y a aussi la solitude. Est-ce que vous accepterez de travailler dans une prison en tant que gardien ? Ah oui. En tant que gardien, non. Je pense pas avoir le physique, non. Non, je ne pense pas. Je comprends aussi que les conditions de travail sont difficiles, elles sont améliorées, oui. Je ne connais pas les conditions de travail, je ne connais pas leur salaire exactement. Mais quand on les voit, on a pitié d'eux, oui. On ne va pas travailler à leur place. Il y a un problème en France avec les prisons, il y a une surpopulation carcérale et on construit peut-être pas assez de prisons, ou du moins le système répressif et le système pénal est arrivé à bout de souffle sur ces questions-là. Alors justement, pour rebondir directement sur ce que vient de dire ce monsieur, je redonne ces deux chiffres. Donc, maison d'arrêt de Seyss, 655 places, 1107 détenus. Comment en est-on arrivé là, d'après vous, Laurent Maffre ? Disons qu'on en est arrivé là parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont écroués. Et puis, paradoxalement, on a de moins en moins de places de prison. Il aurait fallu en construire. Il faudrait toujours en construire parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive à saturation et plus qu'à saturation parce que sur la région, il faut savoir qu'on est arrivé jusqu'à avoir pratiquement plus de 300 détenus qui dormaient sur le sol, sur un matelas. Donc ça prouve la problématique de la surpopulation carcérale, qui est un fléau sur la région et on n'avait pas connu ça depuis ces 2 dernières années. C'est une catastrophe. Voilà. Le gouvernement promet 1500 places supplémentaires. C'est quoi, une goutte d'eau dans l'océan ou c'est vraiment un vrai progrès ? C'est pas une goutte d'eau, c'est un progrès, mais encore faut-il qu'on fasse aussi des établissements qui correspondent à ce qu'on devrait avoir dans le milieu pénitentiaire, ce qui n'est souvent pas le cas. Alors le gouvernement, c'est le nouveau gouvernement, vous l'avez dit. C'est vos prédécesseurs qui n'ont pas fait assez. Comment vous analysez, vous, cette situation dont vous héritez ? Cette situation, on la connaît, elle est connue, votre reportage le dit depuis très très longtemps. Il y a un problème de surpopulation carcérale évidente. C'est 70 000 détenus pour 59 000 places de prison. C'est 1400 matelas au sol. C'est une situation qui ne s'est pas créée comme ça du jour au lendemain. Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, l'avait annoncé, c'est 15 000 places de prison supplémentaires. Mais en réalité, ça ne réglera pas le problème dans sa globalité. Le temps que ces places de prison se construisent, on arrivera à créer un peu plus de confort et de dignité pour les personnes qui sont détenues. Mais en réalité, ça ne réglera pas le problème. Il faut jouer sur d'autres problématiques. Vous l'avez indiqué, le sens de la peine, des aménagements de peine. Est-ce qu'on ne met pas certaines personnes en prison alors qu'on pourrait peut-être s'en dispenser? Il y a toute une réflexion qui est mise en place aujourd'hui au niveau du gouvernement et du Parlement. Alors, un communiqué de la Ligue des droits de l'homme de Haute-Garonne qui dit ceci: conditions de travail des surveillants pénitentiaires, conditions de vie des détenus, même
combat. C'est ce que vous affirmez, Pascal Nakache. Absolument. Nous dénonçons la condition pénitentiaire dans laquelle se retrouvent les détenus en France depuis de nombreuses années, mais il est évident que les seconds, si je puis dire, à faire les frais de cette situation, ce sont les surveillants qui sont au contact de cette population, qui se retrouvent un petit peu hébergés comme des fauves en cage, sans aucune perspective d'insertion, de travail, de formation, bien souvent. Et bien évidemment, ce que nous constatons aujourd'hui comme colère des surveillants, c'est aussi la conséquence de cela. Et un dialogue rompu ou de moins en moins fréquent entre surveillants et détenus, Laurent Maffre, dans ces conditions. On n'a plus le temps, j'allais dire, de discuter ou de... Quand vous avez un surveillant pour 110 à 120 détenus, qu'est-ce que vous voulez dialoguer avec les agents? Et puis après, il faut savoir que nous, notre métier, c'est surveillant, mais c'est aussi, on exerce plusieurs métiers sur la coursive. On fait policier quand il y a des bagarres entre détenus. On fait aussi l'assistance sociale quand certains ont des soucis, parce qu'il faut savoir que l'insertion et la probation, il y a un manque aussi de personnel là-dedans. Et puis aussi, on fait un métier, on est infirmier aussi, parce que des fois, il y a des détenus qui sont malades ou qui sont pas bien. On est obligé de les orienter. Et puis surtout, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on fait souvent urgentiste, parce qu'on sauve pas mal de détenus du suicide. Et ça, il faut pas l'oublier. Il n'y a pas de médecin la nuit dans les prisons. On les appelle, on appelle le SAMU, ils arrivent quand ils arrivent. Et ça, on l'oublie de plus en plus. C'est dégradé, vous avez vu une évolution sur la durée? Ah oui, le problème, c'est qu'on a de moins en moins de personnel, et on a de plus en plus de détenus, et en plus, ces détenus sont de plus en plus demandeurs. Donc, à un moment donné, il y a un clash, quoi. Et le clash, il est là. Alors, au cœur des négociations dans ce conflit, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, une femme publique qu'on connaît bien ici, à Toulouse, puisqu'elle a été adjointe au maire, vice-présidente du conseil régional, mais aussi rectrice d'académie. Elle a été fortement critiquée sur son action pendant ce conflit. Comment vous jugez son travail, vous qui êtes, j'allais dire, de sa majorité, Jean Terlier? Je pense qu'elle a eu un discours courageux. Je crois qu'elle n'a pas cherché à nier la difficulté dans laquelle les surveillants de prison exerçaient leur métier. Effectivement, il y a un problème d'effectifs. Il y a eu des annonces qui ont été faites par la garde des Sceaux, notamment la création de 1100 postes dans les 4 ans qui viennent, une revalorisation des conditions indemnitaires de ces surveillants. Mais je pense qu'elle a fait des annonces qui vont dans le bon sens. On lui reprochait de ne pas être assez réactive, d'être remise sur le dossier vraiment en retard. Je ne suis pas certain, si vous voulez, au niveau nous, de la commission des lois, on travaille depuis le mois de novembre sur le dossier prison. Il y a eu des rencontres avec les surveillants de prison, des visites de maisons d'arrêt pour constater les problématiques. Il y a eu un retour qui a été fait. Madame Belloubet a été auditionnée à ce moment-là. Donc cette prise en compte et en considération de ce problème-là, il est effectif depuis plusieurs mois. Là, il y a eu des événements tragiques et malheureux qui ont fait que les annonces ont été mises en place, mais il y a encore des réflexions qui vont être menées sur le sujet. De votre point de vue d'avocat et également de membre de la Ligue des droits de l'homme, cette action de Nicole Belloubet, vous l'évaluez comment? Non, je n'ai pas à la critiquer. Je pense que, comme l'a dit M. Terlier, la problématique est très ancienne, très complexe, très lourde, qu'il y a eu une succession d'incuries de la part de multiples gouvernements par rapport à la question pénitentiaire. Incuries, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis l'argent, ils n'ont pas pris la mesure des priorités? Mais tout regroupé. Il y a une question budgétaire qui est évidente. Dois-je rappeler que la France se traîne au fin fond du classement de l'OCDE en matière de budget de la justice et de budget pénitentiaire? Mais au-delà de ça, il y a une question de considération de la prison. La loi a fixé à la prison 2 missions fondamentales qui sont une mission de sécurité d'une part, d'autre part une mission d'insertion. En réalité, la quasi-totalité des budgets sont alloués à la sécurité et pour l'insertion, il n'y a rien. M. Maffre disait tout à l'heure que les conseillers d'insertion et de probation gèrent eux aussi comme les surveillants. Et est-ce que l'opinion publique et les magistrats n'ont pas une responsabilité en demandant des peines fermes en emprisonnement quasi systématique? Bien évidemment qu'il y a une responsabilité et de ce point de vue-là, il semble qu'il y ait une évolution de l'opinion publique, mais il faut l'encourager très fortement parce qu'en effet, l'idée que la prison serait la solution à toutes les difficultés rencontrées et qu'il faudrait systématiquement envoyer en détention les personnes qui passent devant un tribunal a une conséquence, c'est que les prisons se retrouvent gorgées de monde et vous pouvez construire autant de places que vous voulez. Depuis des décennies, on construit des places supplémentaires, mais comme on envoie de plus en plus de personnes en prison, la surpopulation, elle augmente. Donc ça n'est à l'évidence pas une solution. On va y revenir. En attendant,
En attendant d'évoquer ces mesures, on va revenir sur le quotidien des surveillants, avec notamment 2 d'entre eux qui ont souhaité, préféré même garder l'anonymat et qui nous ont livré leur quotidien, leurs craintes et aussi évidemment leurs attentes. C'est un dossier signé Christine Ravier et Frédéric Dess. Ils ont repris le travail la mort dans l'âme après 14 jours de grève. Karine et Jean-Luc sont surveillants de prison depuis une vingtaine d'années. Ils estiment qu'ils n'ont pas été entendus. J'ai l'impression qu'on a été vendus, quoi. Enfin, on s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous. Alors on attend quoi? Qu'on attend que d'autres collègues se fassent massacrer? J'ai pas envie de mourir sur ma coursive, moi, parce que c'est ce qui va arriver, ça c'est une certitude. On est tout seul, pour 110 personnes. Et donc, quand on ouvre une cellule, on se retrouve face à 3 détenus. J'ai à peu près entre 5 à une dizaine de cellules où les détenus se retrouvent triplés à matelas au sol. Traduction, promiscuité, mœurs, et il faut gérer ces conflits-là. Le détenu est furax, il veut absolument sortir de sa cellule parce qu'il ne s'entend pas avec l'autre ou les 2 autres. Donc là, voilà, on vient un jeu de porte qui peut dégénérer en un coup de poing porté et des coups portés. Et puis il faut taper l'alarme tout seul, il faut tenir la clé de l'autre côté. Et puis en même temps, il faut éviter d'en prendre sur le visage, quoi. Voilà, c'est du quotidien. C'est du quotidien. Donc 2 est une nécessité absolue. Le gouvernement a promis des recrutements, mais 1 poste et demi seulement par prison, si tant est que des candidats se présentent, ce dont doutent les surveillants. Le travail est trop difficile. Nous avons des personnes qui mériteraient plutôt d'être en hôpital psychiatrique plutôt que chez nous. C'est des cocottes minutes, ces gens-là. On ne sait jamais s'ils ne vont pas nous attaquer. Et après, des fois, on se sent un peu fliqué aussi par la hiérarchie. Et on a ce poids-là aussi où on a l'impression qu'on est toujours pointé du doigt pour voir si on fait les choses de travers ou pas. Vous vous sentez pas soutenu? Non, pas du tout. Donc pour les accords, moi je disais que j'étais très déçu, mais aussi en colère. La radicalisation, ils veulent bien les mettre de côté, mais sauf que la structure n'est pas encore mise en place. Donc ça va se faire quand? Les établissements, ils vont pas sortir de terre en coup de baguette magique. Autre problème, le statut et la paye. 1 800 € par mois, prime comprise. Ils attendaient une revalorisation salariale, mais aussi une revalorisation de leur travail. On a l'impression qu'on est le room service des détenus. Ils croient que la prison, c'est une zone, ça va redevenir une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'ils pourront toujours continuer à transgresser des règles. Il y a l'article 57 là, qui nous a interdit des fouilles à l'issue des parloirs et des choses comme ça. C'était un moyen de sécurité, c'était pas un moyen pour humilier les détenus. Nous non plus, ça ne nous fait pas plaisir de faire des fouilles. Ça, il aurait fallu revenir, l'abroger, carrément le supprimer. Taubira, elle nous a achevés. Avec sa loi de l'article 57, elle nous a achevés. Finalement, quel est mon rôle? En quoi je suis utile? Parce que demain, à un moment donné, le détenu sera libéré. Et on fait quoi s'il a toujours finalement pas compris durant sa peine les principes fondamentaux de la vie en société? On fait comment demain? J'aurais servi à quoi? Alors, on revient sur cette proposition de la ministre, 1100 embauches d'ici 2021. Mais Laurent Maffre, j'ai envie de vous dire, qui a envie de devenir surveillant de prison dans ces conditions aujourd'hui? Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Parce qu'il faut savoir qu'au début de notre carrière, on est rémunéré 1 444 € net. Et d'autant plus que les gens qui sont sur la région d'Occitanie, les 3 quarts, ils vont être obligés de partir en région parisienne, région lyonnaise ou région marseillaise. Donc ceux qui sont célibataires, ce que j'ai connu ça il y a 25 ans en arrière, ça allait à peu près. Mais ceux qui sont en couple avec des enfants, ça paraît très compliqué. Voilà. Vous avez connu des collègues qui arrêtaient le travail? Bien sûr. Mais le pire, si vous voulez, c'est qu'on a des collègues qui sont en activité depuis 20-25 ans et qui arrêtent. Ils ont des burn-out, ils n'en peuvent plus. L'institution est en train de changer, ils ne le supportent plus. Comment c'est géré ce burn-out? Est-ce que l'administration pénitentiaire est à la hauteur? Je vous dis de suite, ce n'est pas géré. Ce n'est pas géré. Voilà. On passe, entre guillemets, on s'en fout du burn-out. Mais c'est la triste réalité. On a entendu dans le sujet qu'il y avait également une pression, une sorte de pression et avec votre propre hiérarchie. C'est concret, c'est général, ça? L'exemple flagrant, à partir du moment où c'est qu'on a un sous-effectif de personnel, on a des rythmes de travail qui deviennent infernaux.
Alors, il faut savoir que le surveillant de prison, il travaille toute la semaine, il travaille aussi le week-end, il travaille les nuits. Les congés d'été, certaines fois c'est le mois de juin, d'autres fois c'est le mois d'octobre. Ouais. Donc tout ça, ça finit par impacter sur le rendement du personnel. Et il faut savoir que certains agents, plus ils sont anciens, plus ils peuvent être mutés dans des petits établissements où c'est qu'ils sont. On leur dit voilà, tu vas être là, ça va être plus tranquille. Mais le problème c'est que la grogne qu'il y avait sur les gros arrive aussi sur les petits. Et c'est là l'exaspération de nos collègues. Et je pense que le député peut en témoigner. Il est allé faire un tour à Saint-Sulpice-à-Pointe, qui est un des plus petits établissements de la région. Mais où c'est que l'exaspération est même plus forte qu'ailleurs. Parce qu'il y a un ras-le-bol, des surveillants qui sont en fin de carrière, ils triment comme des malades. Par rapport à la gestion de votre carrière, la mobilité, les désaffectations, ça se passe comment? On vous écoute? Vous faites des vœux une fois par an? Est-ce que vous avez possibilité quand même d'essayer de bouger? Oui, il y a des commissions de mutation. Après, les 90% des gens qui arrivent sur la région, ils arrivent chez eux, ou alors ils ont demandé la région parce qu'ils étaient du Nord ou de Paris ou d'ailleurs. Voilà, mais ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est les conditions de travail qui sont dévalorisantes et qui sont très compliquées, aussi bien sur les grosses structures que sur les petites. C'est le retour que vous avez du terrain, parce que sur votre circonscription, il y a effectivement Saint-Sulpice-la-Pointe, il y a l'établissement pour mineurs de Lavore également. Oui, et la maison d'arrêt d'Albi que je suis allé aussi également Et qu'est-ce que vous avez visité ces deux établissements? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous, humainement pas en tant que député? Humainement parlant, je pense que c'est la problématique de la surpopulation carcérale. Après, je crois qu'il y a une vraie prise en considération, effectivement, donc, de ce métier de surveillant de prison, qui est un métier qui est difficile, qui est pénible, qui effectivement n'est pas attractif. Je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises par la garde des Sceaux à ce sujet. Il y a une revalorisation indemnitaire, mais il y a aussi également des choses qui ont été évoquées au niveau de la formation des agents. La CGTFO demande une requalification. Ce sont des cadres. Il y a une grille de la fonction publique. Oui, vous êtes cadre C. Voilà. C'est une vieille revendication. B ou A. Est-ce que ça va être entendu, ça? Non, c'est une vieille revendication. La difficulté, si vous voulez, c'est Bercy qui bloque? Non, c'est pas ça. C'est un problème de statutaire. C'est-à-dire que pour être catégorie B, vous devez avoir le bac. Et c'est comme ça pour, j'allais dire, pour tout le monde. Or, on constate que, je crois, chez les surveillants de prison, c'est plus de 33% des gens qui n'ont pas, des surveillants qui n'ont pas le bac. Donc on ne peut pas donner un statut à des gens qui n'ont pas le niveau de diplôme requis par la loi. La différenciation, voilà, à mon avis, de ce point de vue-là, ne se fera pas. Mais il y a encore une fois d'autres avancées, des revalorisations indemnitaires. Je crois que c'est 75 € par surveillant et par mois qui a été voté. Des primes de pénibilité, des primes aussi également 1400 € par an. Ouais. On est bien d'accord, c'est des rémunérations qui sont contraintes, insuffisantes, pour un métier qui est difficile. On est bien d'accord. Un métier à part, parce qu'il ne faut pas... les surveillants, ils n'aiment pas qu'on les qualifie de porte-clés, c'est-à-dire on est juste là pour ouvrir, fermer, etc. Est-ce qu'il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, ce manque de dialogue qui s'instaure et finalement le rôle social aussi du surveillant qui n'est plus possible vis-à-vis du détenu, Pascal Nakache? Moi, j'ai bien entendu Laurent Maffre dire qu'il y avait bien évidemment un certain nombre de revendications statutaires sur lesquelles je n'ai pas à me prononcer, même si nous les soutenons sur le principe. Mais il y a une revendication de considération chez les surveillants, qui est évidente. Parce que par rapport aux deux fonctions que j'évoquais tout à l'heure, qui sont d'une part la fonction de sécurité-surveillance et par ailleurs la fonction d'insertion, d'aide à l'insertion, à la réinsertion, dans la mesure où cette deuxième partie est complètement à l'abandon, bien en effet, on tend à transformer les surveillants en porte-clés, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'ils passent leur journée à faire des allers et retours entre deux grilles, à ouvrir des portes, souvent dans des conditions d'ailleurs insupportables, parce que comme il y a insuffisamment de personnel, il y a du retard, donc du mécontentement, donc des incivilités, des agressions, etc. etc. Et bien évidemment, c'est insupportable. Donc pour vous, la clé, c'est quand même plus d'effectifs. Ça changerait le métier de surveillant s'il y avait plus d'effectifs. Alors, la question d'abord des effectifs, en effet, et des budgets est absolument capitale, mais aussi la réorganisation de tous les centres de détention et maisons d'arrêt, puisqu'en réalité, aujourd'hui, ils sont tout entiers conçus autour de la question de sécurité, mais très peu est fait, pour le dire ainsi, et pour simplifier, parce qu'en réalité, il faudrait examiner établissement par établissement, très peu est fait sur les fonctions d'insertion, moyennant quoi les surveillants eux-mêmes ne sont pas du tout appelés. On leur demande simplement d'assurer la sécurité, moyennant quoi ils sont en permanence confrontés à des garçons qui sont en situation de colère et ils en subissent les conséquences. Est-ce qu'elle est faite, est-ce qu'elle va être faite, cette étude sur les établissements en France, et en attendant de construire ces 15 000 places, de réétudier un peu la manière dont sont, entre guillemets, répartis les détenus? Je pense que c'est une vraie volonté de la garde des Sceaux et du parlementaire que je suis de travailler sur ces questions.
C'est notamment, ça a été évoqué dans votre reportage, la question de la radicalisation donc, de ces détenus, avec notamment... Il ne faut pas les mettre, entre guillemets, avec tout le monde. Voilà, avec ces quartiers d'évaluation de la radicalisation qui vont être créés. Le problème aujourd'hui, on connaît les éléments. On a 500 aujourd'hui détenus qui sont condamnés pour des faits de terrorisme. On a à peu près 1200 détenus de droit commun qui sont suspectés d'être radicalisés. Il faut gérer ces détenus au sein de nos prisons, parce que c'est des détenus qui sont dangereux pour les autres détenus, mais aussi également pour les surveillants de prison. Et il y a des mesures fortes qui ont été annoncées. Au-delà des questions de terrorisme, il y a aussi cette idée de la prison école du crime. On mélange le petit et le grand délinquant. Est-ce qu'il y aura des mesures pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de parcours dans les prisons pour éviter que le petit dealer se retrouve avec éventuellement le caïd et ressorte de prison en étant lui de nouveau un caïd en puissance? Je pense que le constat que vous faites est tout à fait juste, et c'est celui que faisait mon confrère Nakache. À ce titre-là, je pense qu'il y a une problématique. Sur l'année dernière, vous avez plus 22% de peines qui ont été prononcées de moins de 6 ans d'emprisonnement. Moins de 6 mois d'emprisonnement. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là aussi. On va y venir. Il y a cela, il y a aussi un travail important qui va être fait sur ces travaux d'intérêt généraux. La commission des lois est saisie de cette question parce que je pense qu'on a peut-être aussi également là aussi un levier à vraiment travailler sur ces fameux tiges. Et je crois qu'il y a une vraie prise en considération de ces éléments. Oui. On a entendu un de vos collègues en parler dans le reportage, Laurent Maffre, c'est la compréhension de la peine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le détenu, si on ne s'occupe pas de lui, si on ne dialogue pas avec lui, bon, il fait sa peine, point barre. Mais, entre guillemets, qu'est-ce qu'il en aura tiré? Vous le recevez, vous, ce message? Oui, alors c'est valable sur les maisons d'arrêt, mais aussi sur les centres de détention, les maisons centrales, avec des détenus qui sont avec des longues peines. Et ils sortent de là et on a l'impression qu'ils ressortent encore plus mauvais que ce qu'ils étaient quand ils sont rentrés. Et ça, c'est une problématique. Et alors... je parle en connaissance de cause de l'établissement où je suis rattaché. On a des détenus qui sont là à caractère sexuel et on s'aperçoit que certains, au lieu d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux, ils continuent à aller dans le registre en visionnant des DVD dont ils n'auraient pas le droit de visionner. Est-ce que c'est pas un peu la loi de la jungle en prison? Est-ce que vous arrivez quand même à faire respecter des règles? Et on ne respecte plus rien. C'est ça aussi le problème, c'est que l'autorité du personnel pénitentiaire elle a disparu. C'est pour ça aussi que les gens sont exaspérés. Donc vous luttez en clair qu'un pédophile éventuellement peut regarder des vidéos à caractère pédophile. Bien sûr. C'est ça qui est grave. Il n'y a plus aucun contrôle. Voilà. On a des projections par-dessus le mur, il y a des portables qui rentrent, de la nourriture qui rentre, des DVD qui rentrent. Il y a des clés USB où c'est qu'on peut capter Internet. Tous les mobiles sont connectés à Internet. Et le gars qui veut faire ce qu'il fait à l'extérieur, il peut le faire à l'intérieur. C'est tout. Oui, il y a un vrai effort à faire et une vraie réflexion à avoir, notamment sur les questions des fouilles inopinées. Oui, mais la réflexion elle a déjà été faite. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait ce qu'il faut faire. Mais bien sûr. Mais voilà. Il va y avoir, j'allais dire, une réflexion pour mettre en place un système légal qui permette d'avancer sur ce système de fouilles renforcées. La position du droit de l'homiste là-dessus, parce que vous êtes opposé à ces fouilles qui ont été annulées donc, par ce fameux article Taubira dont on a parlé dans le reportage. Ça fait des décennies que l'on nous sert le discours consistant à dire qu'il faut toujours plus de sécurité, plus de répression, plus de sanctions, etc. etc. On en voit le résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement des délinquants qui ont évolué, qui sont plus durs? Certainement. Est-ce que la population carcérale n'est pas aussi plus compliquée? Certainement, mais pour autant, le fait est qu'aujourd'hui, depuis que l'on pratique cette politique de sécurisation à outrance, de multiplication des grilles, des surveillants, des tours, des moyens de contrainte, etc., on en voit le résultat. Nos établissements pénitentiaires sont devenus des cocottes minutes. Il faut bien quand même, à un moment donné, se poser une question de renverser le regard qu'on a sur ces établissements. Et je ne dis pas qu'il faut négliger les impératifs de sécurité, mais il faut quand même un jour ou l'autre commencer à considérer que la sécurité, elle passe aussi par la nécessité d'apprendre un certain nombre de règles, des formations, des emplois, etc. etc. Alors, on va écouter une voix supplémentaire dans cette émission, celle des magistrats, avec une représentante de l'Union des syndicats de la magistrature qui vous a soutenu d'ailleurs dans ce conflit, Laurent Maffre. Voilà ce qu'elle dit au sujet de l'application des peines. La difficulté majeure est liée à la surpopulation carcérale qui est constatée depuis des années et des années. La réponse qui doit être apportée à cela n'est pas de vouloir contraindre les juges à ne pas prononcer de peine d'emprisonnement lorsque c'est nécessaire, mais au contraire d'adapter les établissements pénitentiaires en fonction du nombre de peines d'emprisonnement prononcées, sachant qu'il y a tout de même, je le rappelle, 100 000 peines chaque année qui ne sont
sont pas exécutés faute de moyens et notamment faute de place dans les prisons. Alors pour conclure, messieurs, on l'a bien vu, la situation, les tensions couvrent toujours, la situation n'est pas résolue, il va falloir agir. La priorité, c'est quoi, d'après vous? Quelle est la première chose que le gouvernement va devoir vraiment mettre en place? Il y a plusieurs leviers, vous l'avez bien compris, le problème de la surpopulation, le problème des effectifs, le problème de peut-être des peines alternatives à l'emprisonnement avec une vraie réflexion qui va avoir lieu. Je pense que c'est en jouant sur plusieurs critères qu'on essaiera, j'allais dire, d'améliorer des choses, effectivement. Et les moyens aussi qui vont avec, bien forcément. sûr, et les moyens nécessairement, c'est le nerf de la guerre. Donc je pense que là-dessus, il y a une vraie réflexion à avoir, mais qui doit être globale. On ne peut pas jouer seulement sur un critère pour trouver la bonne solution. Pascal Nakache, de votre point de vue, je suis absolument d'accord. Comment on sort de là, parce que c'est... Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. La difficulté étant que c'est un discours que nous répétons depuis des dizaines d'années et que rien ne change. On a fait cette émission il y a 2 ans, Laurent, voilà. Grosso modo. Et vous la referez très vraisemblablement dans 2 ans encore. Ce qui signifie qu'en réalité, il y a un travail à faire en direction de l'opinion publique. L'opinion publique semble être en train de bouger sur ces questions-là et c'est une très bonne chose. Le reportage que vous avez diffusé au début de l'émission en était une démonstration. Il faut encore travailler pour rappeler à l'opinion publique que, contrairement à ce que l'on dit, les prisons françaises ne sont pas des hôtels 3 étoiles, mais sont en réalité des lieux indignes dans lesquels règne la violence la plus importante. Et par ailleurs, il faut insister sur le fait que de moins en moins de personnes doivent aller en détention lorsque cela ne s'impose pas. Pour conclure, Laurent Maffre, pour vous, aujourd'hui, la priorité, c'est les moyens. Les moyens, et puis aussi la priorité, je pense qu'il faut écouter les personnels. Parce que maintenant, les personnels, les politiques se déplacent. Alors, quand ils ne sont pas aux affaires, ils viennent avec nous sur les mouvements. Mais quand ils sont au gouvernement, ils font le contraire de ce qu'ils disent aussi. Donc, nous, on les met tous à peu près dans le même panier. Donc, vous attendez de voir parce que quand Rachida Dati est venue à Perpignan la semaine dernière, franchement, elle, quand elle a été ministre, elle n'a pas fait grand-chose pour nous. Voilà. Donc, les moyens et surtout que les paroles et les engagements soient tenus. Tout à fait. Merci à vous 3, en tout cas, messieurs, d'avoir accepté de débattre avec nous ici sur ce plateau. On refera peut-être une émission, Laurent, en espérant que ça a évolué d'ici là. Quant à nous, on ne se retrouve que le dimanche 4 mars prochain. Jeux Olympiques oblige et déprogrammation de notre émission pendant 3 semaines pour suivre la glisse, le curling, enfin tout ce qui vous passionne, Laurent, évidemment. D'ici là, passez une bonne fin de week-end.